bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler de budget pour ne pas changer. Je commençais par dire quelque chose, c'est que la commission mixte paritaire qui s'est réunie et qui n'a donc pas terminé sur un texte conclusif, c'est pas juste une pause pour respecter la trêve des confiseurs dans la discussion budgétaire. C'est un échec du gouvernement. Voilà. C'est-à-dire que pour la seconde fois, en réalité, le budget, après une première défaite cinglante, 404 voix contre une voix pour, ce qui est absolument historique, d'une certaine manière, a été retoqué par la commission mixte paritaire avant qu'il ne le soit inévitablement en séance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, contrairement à ce que peut dire le gouvernement, il ne souhaitait pas qu'un texte puisse sortir de cette commission mixte paritaire dans laquelle il y avait une majorité potentielle, on va dire socle commun droite, parce qu'il sait qu'il aurait été battu très largement à l'Assemblée. Donc c'est un échec de ce gouvernement minoritaire qui, depuis plusieurs mois, essaye d'imposer un budget minoritaire à l'Assemblée. Et donc, ça marque cet échec. Donc, du coup, j'ai bien compris, j'ai cru lire certains articles là-dessus, puis on a eu un peu cette tonalité hier soir en commission de la part des deux ministres, Lescure et Montchalin. J'ai bien compris que l'Élysée entendait, lui, passer à autre chose. Je parle de lui, Emmanuel Macron, et que, quelque part, l'Assemblée serait appelée à... j'allais dire, être au garde à vous pour adopter au plus vite, cette fois-ci, un budget après l'avoir refusé pendant l'année 2025. Bon. Donc il y a plusieurs armes qui sont utilisées pour ça. Il y a l'arme de la pression, avec la loi spéciale, qui est utilisée une fois de plus et instrumentalisée, en gros, pour nous dire que c'est une telle catastrophe pour nos concitoyens, pour l'économie, que, évidemment, nous serions appelés à adopter n'importe quel budget, même un mauvais budget, plutôt que cette loi spéciale. Je le redis aujourd'hui, la façon dont le gouvernement interprète cette loi spéciale, j'allais dire, n'est qu'une manière d'une instrumentalisation pour permettre toutes les compromissions. Voilà, c'est un accélérateur à compromission, c'est-à-dire à faire en sorte que l'Assemblée accepte finalement n'importe quel texte pour qu'on sorte au plus vite de cette loi spéciale. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que hier, nous avons eu encore la ministre Montchalin la présentant. Je rappelle que la loi spéciale n'a quasiment pas de jurisprudence déjà. Donc dès lors que vous entendez le gouvernement vous dire la jurisprudence dit, dites-vous bien que ce n'est qu'une manipulation. Pourquoi ? Parce qu'elle a été utilisée une seule fois dans le cadre de la loi organique, c'est-à-dire l'an dernier. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne permet pas d'asseoir une quelconque jurisprudence. Deuxièmement, parce que la manière dont elle est appliquée dépasse très largement le texte. Que dit le texte ? C'est que les services votés représentent le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable, certes minimum, pour poursuivre l'exécution des services publics dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Autrement dit, par exemple, sur la question de MaPrimeRénov', les crédits qui ont été votés pour MaPrimeRénov' en janvier, enfin c'était en février 2025, il n'y a pas de raison que les mêmes crédits ne soient pas reportés, pas plus, mais pas moins, sur l'année 2026. C'est vrai aussi parce qu'on nous fait ce chantage sur, par exemple, les munitions pour l'armée. On nous dit l'armée ne pourra pas avoir de munitions, mais il n'y a rien n'empêche de dire que les crédits qui avaient été adoptés en 2025 pour décider que l'armée avait besoin de telles munitions ne soient pas dupliqués de la même manière pour permettre finalement l'exécution des services publics pour reprendre la loi. Donc la manière dont le gouvernement l'imagine, qui est en gros l'idée de dire la loi spéciale sert uniquement à payer les fonctionnaires, rien de plus, est une manière drastique pour faire une pression sur l'Assemblée pour qu'elle adopte au plus vite un budget. Et nous ne sommes pas d'accord. Alors, je le dis à l'avance, on ne pourra pas faire grand-chose. Pourquoi ? Parce que cet aspect-là est discrétionnaire, puisque ce n'est pas décidé par décret. On a demandé hier à la ministre Montchalin qu'elle interroge à minimum le bureau de la Commission sur cette question. Elle l'a refusé. Et donc, c'est le gouvernement qui va décider. Mais ça ne m'empêche pas de dénoncer aujourd'hui cette manière de faire qui, on le voit bien, est une manière de pression, qui est un très mauvais service rendu à l'économie de notre pays, au climat, à l'incertitude, puisque ça plonge les Français dans l'idée qu'il n'y aurait pas de budget. La loi spéciale, c'est un budget de secours, certes, de secours, qui est provisoire, mais c'est quand même un budget qui permet à l'État de fonctionner. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Alors, la deuxième chose sur laquelle on essaye de faire pression, c'est l'idée de nous dire qu'il faut un calendrier extrêmement rapide. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu qu'on nous annonçait une commission le 5 janvier. Alors, je vous le dis dès aujourd'hui,
et ce que je vous dis là engage la voix du rapporteur général de l'Assemblée, de moi-même et maintenant de la présidente de l'Assemblée qui est d'accord avec le calendrier, nous ne ferons pas de commission avant le 8 et 9 janvier à l'Assemblée, tout simplement parce que si nous avions accepté une commission le 5 janvier, ça signifiait non pas que les députés auraient dû travailler entre le 26 et le 2 janvier, ça on sait faire, mais comme on respecte le droit du travail, ça signifie aussi que tous les administrateurs, tous les collaborateurs, tout ce qui fait la démocratie parlementaire ne soit pas respecté au niveau du calendrier parlementaire, et ça, il n'en est pas question. Donc on va faire vite, mais on va faire en respectant le calendrier parlementaire, donc commission le 8 et 9 janvier, pour une séance qui ne sera pas avant le 13 janvier, quoi qu'en pense de ce point de vue-là, là aussi l'Élysée, puisqu'apparemment la consigne venait de l'Élysée. Dernier point, nous allons donc examiner le texte qui est issu du Sénat, avec évidemment une version, on va dire, encore aggravée de la version initiale du gouvernement, aggravée mais qui garde la même logique. Il faut arrêter de faire croire que le Sénat avait transformé totalement le budget initial. C'est les mêmes, ça répond aux mêmes choses, c'est-à-dire les coupes budgétaires pour les Français, pour les ministères, et puis le fait de préserver les cadeaux fiscaux faits aux plus riches. On va donc examiner ça à partir de janvier. Bon, on voit bien que le gouvernement compte sur trouver des oreilles complaisantes, comme il l'a trouvé auprès de certaines oppositions, et pour ne pas nommer notamment le groupe socialiste, pour essayer de passer ce budget. Bien. J'ai cru comprendre que cette fois-ci, le gouvernement entendait peut-être recourir au 49.3, voire, dit-on, aux ordonnances où mon oreillette me dit que, y compris le Conseil constitutionnel, aurait été consulté sur cette affaire. Je le dis sans ambiguïté. Dès lors qu'un 49.3 serait prononcé, et a fortiori une ordonnance, le groupe France Insoumise déposera immédiatement, évidemment, une motion de censure, et on fera en sorte de battre ce budget tel qu'il est proposé. Voilà, c'est l'engagement, en tout cas, que nous prenons, parce qu'il est hors de question, justement, d'accepter un mauvais budget plutôt que pas de budget du tout, d'autant plus que vous avez compris que la loi spéciale permet de tenir jusqu'à ce qu'on ait détricoté ce budget mauvais pour le pays. Merci. Merci beaucoup. Question. On va en prendre plusieurs. Thibaut Petit, TF1 LCI, bonjour. Une question plutôt pour Éric Coquerel, puisque la loi spéciale a été adoptée à l'unanimité avec l'abstention, si je ne dis pas de bêtises, de la France Insoumise en commission. Et il y a notamment un amendement qui a été adopté, votre amendement sur l'indexation du barème de l'impôt. Une question parce que l'année dernière, il me semble que le bureau de l'Assemblée nationale l'avait jugé irrecevable. Et d'ailleurs, le Conseil d'État avait jugé que indexer le barème de l'impôt ne devait pas figurer dans la loi spéciale et que c'était inconstitutionnel. Est-ce qu'il y a un changement cette année? Est-ce que cet amendement pourrait être recevable tout à l'heure dans l'hémicycle? Et est-ce que vous comptez, est-ce qu'il n'y a pas un risque que cela rende la loi spéciale inconstitutionnelle? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Stanislas Noy, l'aide de l'expansion. Et est-ce que vous pensez que cet amendement pourra être adopté au Sénat? Merci. Dans la même lignée, Stéphanie Despierres-Prel, CP, dans la même lignée, le rapporteur notamment dit que de toute façon, ça ne sert à rien d'indexer puisque tant que la loi spéciale ne va pas au-delà d'avril, il n'y aura pas de problème pour les Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, merci. Vas-y, Eric. Bien, vous êtes gentil de rappeler tout à l'heure que mon amendement l'a largement emporté en commission. Écoutez, il y a plusieurs choses à vous répondre. D'abord, c'est vrai qu'il y a eu un avis du Conseil d'État, mais avis du Conseil d'État ne vaut pas avis du Conseil constitutionnel. Bon, donc décision plutôt du Conseil constitutionnel. Et je l'ai dit encore une fois tout à l'heure, c'est que nous sommes dans une jurisprudence qui n'existe pas en réalité. Bien. J'ai rappelé qu'il y avait des indices de prix à la location qui, eux, dans la loi spéciale, étaient revalorisés automatiquement pour répondre exactement au même périmètre que par rapport à ceux qui en bénéficient. Donc il n'y a pas de raison tellement que cette logique ne prévale pas aussi au niveau du barème de l'inflation. Pour bien comprendre quel est mon raisonnement, et je pense qu'il s'entend, d'ailleurs c'était le même que Charles de Courson qui a présenté un amendement quasiment comparable, et manifestement il a été suffisamment entendu puisqu'il est majoritaire, c'est le fait que si vous dites que les impôts sont les mêmes, ça veut dire que le périmètre des contribuables doit rester le même.
Dès lors que des gens qui ne payaient pas l'impôt le payent parce que les barèmes changent, ça veut dire que l'impôt, en réalité, n'est plus le même. Voilà, c'est cet argument. Et moi, je ne suis pas du tout sûr que le Conseil constitutionnel ne le trouverait anticonstitutionnel, d'autant plus qu'il faudrait que des groupes interrogent le Conseil constitutionnel. Et je ne suis pas sûr que des groupes iraient interroger le Conseil constitutionnel pour dire aux Français, on va vous pénaliser, vous faire payer un impôt que vous ne payez pas jusqu'à maintenant. Donc voilà ma première réponse. Donc c'est la décision non pas du bureau de l'Assemblée, c'est la décision de la présidente. Moi j'en appelle à elle. Je pense que cette fois-ci elle devrait le laisser passer. Et si elle le laissait passer, ça établirait une jurisprudence plus favorable aux Français et aux contribuables que celle que le gouvernement a ouverte l'an dernier. Donc voilà ma réponse. Et je suis sûr que le Sénat, de ce point de vue-là, suivrait. Mais la question qu'a noté le rapporteur est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien pourquoi on fait ça. C'est que l'idée, c'est de faire en sorte que un projet de loi soit le plus vite possible adopté. Tout est dans cette logique. C'est la même chose que les crédits ouverts de manière drastique. C'est fait pour dire aux Français, vous voyez, vous allez vous retrouver avec un objet non identifié. Ils ne l'appellent pas budget. C'est quand même un budget, c'est le budget de l'an dernier. Et dès lors, il faut vite adopter ce texte. C'est une pression. Donc là, c'est pareil. La pression, c'est de nous dire, si vous n'avez pas adopté ce texte, non pas avant avril, mais avant mars, que je vous rappelle qu'il y aura une trêve parlementaire du fait des municipales, eh bien, à cause de vous, des gens paieront l'impôt alors qu'ils ne payaient pas. Nous rétorquons que nous ne sommes pas d'accord. Je suis heureux que cet amendement ait été majoritaire et j'en appelle à Yael Braun-Pivet pour qu'elle ne le déclare pas irrecevable comme elle l'a fait l'an dernier. En tout cas, il est majoritaire dans la commission et très largement.